Le SP500, l'indice américain qui clôture encore une fois à un niveau record. Comme d'habitude, jour après jour, ces derniers temps, on a des records au niveau des marchés américains, des marchés traditionnels, la bourse. Et voilà, c'est encore une fois un avertissement que je lance pour tous ceux qui ne calculent que la crypto ou des choses comme ça. Le meilleur endroit pour même devenir riche, c'est pas la cryptographie, c'est les marchés traditionnels, la bourse, là où il y a la valeur. Et là, on voit encore une fois un record de hausse. Pendant que la crypto est volatile, que ça tangue, que ça monte, ça descend, ou la crypto n'est seulement en phase de régulation, vous voyez, record de hausse. Voilà pourquoi vous me voyez toujours commencer par les marchés traditionnels, les marchés boursiers. C'est là où est la valeur. C'est le monde, on est encore dans le monde traditionnel. La crypto est seulement en train d'être régulée. Donc je n'attaque pas la crypto. La crypto, il faut en détenir. Mais là où ça se passe, si vous voulez vraiment voir vos portefeuilles, votre capital augmenter de manière réelle, sûre, c'est les marchés traditionnels, la bourse. C'est le meilleur actif, tout confondu. Voilà, tout actif confondu. Là, depuis 5 10 ans, oui, certaines cryptos, oui, la cryptographie a des meilleurs rendements, mais à risque et péril. C'est-à-dire qu'il y en a certaines qui vont voilà, faire et rendre des personnes très riches, d'autres vont complètement, et la plupart, voilà, se casser la figure et ne retrouveront plus jamais leur sommet. Donc, c'est très volatile, mais en tout cas, pour devenir riche, c'est par les intérêts composés. Et les intérêts composés, je vous invite à vous renseigner sur ça, hein, je ne vais pas refaire un cours sur ça ou réexpliquer. Les intérêts composés ne fonctionnent, et la magie des intérêts composés ne fonctionne que par le positif. Pour que les intérêts sur les intérêts, pour que ça monte, c'est que avec des rendements positifs. La crypto, le problème, c'est que ça explose, mais il y a aussi des bear markets, c'est négatif. Avec des rendements instables, on ne peut pas faire fonctionner la magie des intérêts composés. Par contre, la bourse qui monte de manière très lente, oui, certes, mais de manière sûre, là, les intérêts composés fonctionnent. Et c'est là où la richesse, la fortune va vraiment se créer et exploser. C'est comme ça que vous avez Warren Buffett qui est multimilliardaire. Et c'est là où les top fortunes mondiales ont leur fortune. On va le voir avec Jeff Bezos qui va vendre des actions. Mais si on regarde les principales top fortunes mondiales, Bernard Arnault, Elon Musk, Mark Zuckerberg, tout ça, ils sont tous extrêmement riches, multimilliardaires parce qu'ils détiennent des actions en bourse. Ils ne détiennent pas des cryptos, spécialement de l'immobilier, des choses comme ça. Ils détiennent des parts d'actions en bourse. C'est la bourse qui rend riche, principalement. Donc voilà, par rapport à ça. Donc gros focus, gros point d'entrée. Maintenant, il se passe des choses en bourse. Donc c'est très volatile, oui. La bourse ne fait pas que de monter. Bien sûr, la bourse chute. Il peut même y avoir des cracks boursiers. Donc il est important de suivre l'actualité liée à la bourse. Et là, on a des actualités qui sont plutôt... Là, c'est les dernières actualités qui sont plutôt positives. Ici, on a le président de la Fed, hein, l'empereur de la finance, Jérôme Powell. Ici, c'est lui, hein, par ses paroles, qui peut faire tanguer les marchés. Ici, il estime que maintenir les taux élevés trop longtemps, comme il l'a fait jusqu'à présent, pourrait mettre en péril la croissance économique. Donc là, il commence à avoir les chocottes, entre guillemets, de laisser les taux à ces niveaux-là très élevés. Ça peut finir par détruire la croissance, bien sûr, et l'économie américaine. Donc ça, c'est bon signe. Ça redonne espoir aux investisseurs qui va certainement baisser ses taux. Là, maintenant, on commence même à parier à des baisses de taux à partir de septembre. Donc tout ça, c'est ça qui font que les marchés boursiers là atteignent des niveaux records, battent leurs records, puisque c'est comme les investisseurs anticipent, voilà, par rapport à la politique monétaire, par rapport aux déclarations, les investisseurs là avec ces déclarations sont plutôt optimistes. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils vont acheter des actions en anticipant que la positivité, en anticipant que les actions vont aller à la hausse. Vu que si on s'attend à ce que la Fed baisse les taux, ça va favoriser la croissance et la consommation. Et donc, ça va faire des bénéfices pour ces entreprises. Et donc, leurs actions, elles, vont monter. Donc, c'est un mécanisme. Et c'est pour ça que les investisseurs anticipent tout ça. C'est pour ça qu'il est important de suivre de près l'actualité. C'est ce que je fais. Moi, je vous partage l'actualité. Comme ça, vous faites une idée de ce qui peut arriver.
votre propre avis et ça peut vous aider en fait à faire vos choix en fait par rapport à la situation. Là, c'est bien sûr, tout le monde peut trouver ces informations. Moi, je vulgarise et je partage pour ceux qui n'ont pas le temps de regarder ces informations, bien sûr, mais tout le monde peut le faire. Maintenant, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas le temps, donc qui vont simplement soit regarder mes vidéos ou d'autres vidéos YouTube ou d'autres actualités sur Twitter ou des choses comme ça pour se tenir informé. Et moi, c'est mon but d'informer au maximum. Pas de vente, de formation, pas de choses comme ça, simplement des informations. C'est là où j'apporte ma valeur, on va dire, vous voyez. Et donc là, très très bonne nouvelle, ça peut donner un optimisme, comme quoi les taux vont baisser. Et justement, là, demain, enfin demain, quand on dit demain, là c'est tout à l'heure, puisqu'il est minuit passé à l'heure où j'enregistre, donc on est déjà le jeudi 11 juillet, et donc tout à l'heure, on a les chiffres IPC, donc de l'inflation. Et là, c'est très très important, ça va tanguer là, une journée, la journée sera volatile, comme Deepwell le dit. Les chiffres de l'inflation promettent de la volatilité à la hausse ou à la baisse, parce que ça va très vite, hein. Suite à l'annonce, les marchés bougent énormément. Et certains ont peur, certains sont euphoriques, ça tangue. Et donc là, on attend avec impatience ce jeudi les chiffres de l'inflation qui vont sortir tout à l'heure aux alentours de 14h heure française, 14h30 en général, 15h par là. Et tout le monde attend ça. Voilà, c'est ce qui fait bouger les marchés en fait boursiers et principalement américains, mais comme c'est là-bas que ça se passe, voilà, c'est très important. Et donc voilà, et en tout cas, les consommateurs surtout américains se plaignent encore de prix trop élevés, hein. C'est-à-dire que l'inflation reste élevée quand même aux États-Unis, même si on voit que dans les chiffres ça baisse. Après, est-ce que les chiffres sont trafiqués ou pas? Ça, c'est une autre question. Mais en tout cas, dans les chiffres de l'inflation, les derniers qu'on a eus, l'inflation baisse complètement et se rapproche de l'objectif des 2%. Mais quand on regarde les consommateurs, ceux qui achètent à Walmart, on va dire le Carrefour américain, ou Chipotle, ou voilà, les restaurants mexicains là-bas, tout ça, on voit que les prix sont encore élevés. Les consommateurs se plaignent encore de cela. Donc le combat n'est pas fini, hein, face à l'inflation. En tout cas, l'actualité qui est aux États-Unis, c'est le sommet de l'OTAN qui se tient aux États-Unis et les dirigeants qui se réunissent, hein, les dirigeants principalement occidentaux, donc européens, américains, et voilà, qui cherchent à renforcer l'OTAN face à Trump. Trump qui pourrait être le prochain président, qui a des grandes chances, hein, des énormes chances d'être le prochain président américain, et Trump qui est hostile à l'OTAN, qui veut même sortir de l'OTAN. Ça serait une très bonne chose, même pour le monde. Cette alliance de l'OTAN qui fait le mal, à mon sens en tout cas, qui cherche des guerres et des choses comme ça. D'ailleurs, les précurseurs de cela, d'ailleurs en parlant de Donald Trump, qui a des très bonnes chances, regardez ça, 45 000 personnes se sont déplacées pour le voir aujourd'hui à Miami, sous 40 degrés, hein. Il faisait très très chaud, mais malgré la grande chaleur, regardez le monde qui s'est déplacé pour écouter Donald Trump. Et Trump, pendant son meeting, justement, qui provoque et qui charrie un peu Joe Biden, qui le défie ici, par exemple, à un match un match de golf, et qui lui a même promis de lui laisser des coups d'avance. Voilà, et comme il sait que Biden est sénile et n'a pas toutes ses capacités physiques, eh bien, il s'amuse en le provoquant, tout ça. Et donc voilà, et en tout cas, Biden lui annonce une nouvelle aide de l'OTAN à l'Ukraine. Donc l'OTAN qui continue dans son acharnement envers la Russie. Et donc il continue par rapport aux armes, tout ça. Donc voilà, Biden qui a fait une nouvelle bourde d'ailleurs, ici devant Jens Stoltenberg, ici qui était le dirigeant de l'OTAN à gauche. Et Biden qui a déclaré, j'ai réalisé que entre guillemets, ta femme. Donc voilà, il a complètement dérapé et ça a même fait rire Jens Stoltenberg ici. Il hallucine devant les propos. Donc Biden qui ne sait plus trop ce qu'il dit, hein. Regardez Jens Stoltenberg ici. Regardez, il rigole. Bon, il sait au fond que Joe Biden est sénile, qu'il raconte n'importe quoi. Il en rigole, il sait que ça va faire le tour du monde déjà. Donc c'est incroyable, hein, les propos. Biden qui essaie de là, qui est sous le feu des critiques, hein, par rapport à son débat raté face à Donald Trump. Le camp démocrate cherche même à le remplacer, mais il tient à sa place. Et là, regardez, hein, quand on parle de l'OTAN qui annonce officiellement, hein, qu'elle enverra des avions de combat F-16 en Ukraine pour sa guerre contre la Russie, tout ça. Donc l'OTAN
l'OTAN qui est plus que jamais déterminée, voilà, à envoyer des avions de combat, des choses comme ça. On sent, hein, ça se voit de manière simple. Voilà. Après, beaucoup n'ont pas la chance peut-être de regarder ou de suivre l'actualité de très très près et de trouver ce genre même d'actualité qui va contre le sens hein, occidental de l'OTAN et des choses comme ça. Moi, quand je parle même avec des gens de mon entourage, ils sont complètement dans le narratif. Oui, Poutine va envahir l'Europe. Poutine, c'est un méchant, c'est un dictateur. La Chine, c'est des dictateurs. Voilà, la majorité, hein, les gens, en fait, gobent, ou en tout cas croient à tout ce que la propagande occidentale, tout ce que la propagande occidentale, la mafia UE, tout ce qu'elle raconte, moi, même dans mon entourage, ils y croient. Hein. Et c'est même moi, quand j'essaye de leur expliquer, parce que je creuse et tout ça, il n'y a rien à faire. Je suis même pris pour le fou un peu, ou le complotiste, voilà, de la famille ou des choses comme ça. C'est pour vous dire, bon, après à chacun, après moi, j'ai décidé quand même d'arrêter d'essayer de convaincre, ça sert à rien. Chacun se fait ses idées. Ça sert à rien d'aller dans les arguments, les choses comme ça. À chacun de se faire ses idées et de suivre sa propre voie et de faire ses choses. Et à la fin, il y aura un bilan par rapport à tout ça. Donc voilà, par rapport à ça. Ici, vous voyez, hein, la première ministre estonienne qui est poursuivie hein, et qui est connue pour corruption. Hein. Cette dame ici, par rapport à son mari, tout ça. Et là, Kallas, la première ministre estonienne, qui dit que la guerre en Ukraine et notre réponse détermine également si l'OTAN est crédible ou non. Donc elle est pour être ferme face à la Russie, pour montrer que l'OTAN ne rigole pas, entre guillemets. Donc voilà, ils sont tous russophobes, ils sont tous, en tout cas, dans une philosophie de guerre face à la Russie. Il y a par contre, le ministre hongrois des Affaires étrangères. Donc, vous savez, il y a déjà Viktor Orban hein, qui multiplie ses déplacements pour trouver la paix. Et là, on a même son ministre. Voilà, Viktor Orban, c'est le président. Et là, on a son ministre qui, à propos de son refus de participer à la mission de l'OTAN en Ukraine. Voilà, il a dit que l'OTAN prévoyait hein, justement une guerre face à la Russie, mais ça sera sans la Hongrie. Donc, la Hongrie ne compte pas participer à cette guerre-là. Voilà, cette guerre qui est dénoncée par Poutine lui-même. Hein. Le président russe Poutine affirme que l'OTAN pousse à la Troisième Guerre mondiale en soutenant l'Ukraine. Ce que je pense aussi. Moi, quand je regarde les deux parties, je pense plus que je suis plus pro-Poutine et pro-Russie par rapport à tout ce qui se fait. En tout cas, on voit qui est intègre ou pas. Et en tout cas, je pense que Poutine a raison en tout cas. Et là, on a maintenant l'Arabie Saoudite hein, qui est un peu passé dans l'autre camp, le camp des BRICS, de l'Alliance Chine, Inde, Afrique du Sud, tout ça, et qui est membre hein, maintenant l'Arabie Saoudite. Et là, on a le prince Ben Salman hein, et l'Arabie Saoudite qui menace de vendre la dette européenne. Hein. Vous savez que l'Europe est très très endettée, hein, comme les États-Unis d'ailleurs. Enfin, tous les pays hein, du monde sont endettés, mais voilà, l'Europe c'est à des niveaux assez conséquents. Et l'Arabie Saoudite qui a énormément de dettes européennes, tout comme la Chine par exemple possède énormément de dettes américaines, et ben l'Arabie Saoudite a menacé de vendre cette dette si le G7, donc l'alliance occidentale là contre la Russie, envisage de geler les avoirs russes. Donc on va dire que Riyad et l'Arabie Saoudite, Riyad, la capitale de l'Arabie Saoudite, viennent en aide un peu à la Russie, en menaçant l'Europe et les Occidentaux, les États-Unis, de vendre la dette. Ça serait catastrophique. Hein. Parce que voilà, libérer cette dette, ça veut dire que l'Europe devrait se trouver quelqu'un d'autre pour rembourser leur dette. C'est voilà, encore leur dette, elle est détenue, donc c'est pas très grave. Mais ça serait dangereux que l'Arabie Saoudite vende leur dette comme ça, et ça mettrait à risque l'Europe, on va dire. Donc voilà par rapport à ça. Et on continue, et en attendant, Poutine hein, qui reçoit Narendra Modi, Poutine qui a multiplié, tout comme Viktor Orban, Poutine a multiplié les déplacements en Chine, voilà, un peu partout, là, il est parti au Vietnam, en Corée, tout ça, en Corée du Nord et tout. Et il est très ami, hein, il se fait des accolades, d'ailleurs, on va voir ça. Donc voilà, il renforce les liens entre l'Inde et la Russie. Donc ici, là, vous pouvez le voir ici. Vous voyez, par exemple, le Premier ministre indien qui arrive.
Et Poutine, tout comme avec Xi Jinping ou avec Kim Jong-un, qui fait des accolades, hein, carrément. Ça se serre, ça s'embrasse. Alors que quand il a accueilli Macron, Macron était à l'autre bout d'une table à plus de 300 mètres, ou je sais même plus. Voilà. Donc on voit avec qui Poutine est ami, hein. Et donc Poutine qui a accueilli le Premier ministre indien, le président, hein, on va dire indien, directement dans sa demeure, hein, chez lui. Donc ici, ce que vous voyez, c'est chez Poutine, hein, directement, à son domicile. C'est même pas dans le palais présidentiel russe ou des choses comme ça. Donc ensuite, après coup, ils vont aller ils sont allés au palais présidentiel, tout ça. Mais là, c'était directement chez Poutine, hein, l'accueil. Donc ça montre, hein, l'amitié, en tout cas entre ces deux nations. Et d'ailleurs, l'Inde qui va être là, qui passera, hein, comme troisième puissance mondiale dans quelques temps. Et donc l'Inde qui va être une grosse puissance mondiale à terme. Donc on est sur la fin de l'empire américain. Enfin, je pense qu'on a quand même une bonne décennie, voire même plus, encore de domination américaine, au vu comment ils dominent, hein, dans la technologie et tout ça. Mais on s'approche de la fin. On s'approche de la fin. Après, tout va dépendre des politiciens qui vont prendre le relais. Si c'est Trump encore, ça peut tenir plus longtemps parce que Biden, il creuse voilà, il affaiblit les États-Unis. Mais bon, en tout cas, voilà. Et l'Asie, la Chine et les pays asiatiques vont prendre le relais avec l'Afrique et le Moyen-Orient en termes de croissance économique, tout ça. Donc voilà. Et là, vous avez Viktor Orban, hein, voilà, qui est partout, hein. Orban, qui a pris la présidence de l'Union européenne et qui profite de cette présidence, comme il est le chef maintenant à travers la Hongrie de l'Union européenne. Il est parti en Chine, il est parti en Russie, et là, il est à Washington, il a rencontré le Premier ministre turc. Voilà, il est partout, il cherche la paix. Ouais. Donc lui, il est anti un peu ce que les idées là de l'Europe là qui sont va en guerre. Lui, il est bien dans l'Union européenne, mais il a pour mission d'apporter la paix. En fait, il veut la paix. Et c'est pour ça que il est parti partout là. Il est allé à Washington, il a rencontré le président turc à Washington et il est en mission de paix. Donc heureusement que Orban, voilà, est là pour tenter d'apaiser les situations. Et si c'est pas lui qui le fera, ce sera Trump quand il sera élu président en novembre. Donc voilà par rapport à l'actualité internationale, enfin géopolitique. On en a d'autres, on va passer à l'Europe, mais juste avant, dans le reste des actualités américaines, il faut noter que Jeff Bezos, multimilliardaire, hein, ancien PDG d'Amazon, est en train de liquider tous ses avoirs. Justement, lui, c'est une top fortune mondiale. Il fait partie peut-être des 5 gars les plus riches au monde. Et d'où vient sa fortune? Des parts d'actions qu'il a en bourse. Donc des parts d'actions où ça, sur le marché traditionnel, la bourse. Vous voyez? Donc comme quoi, on peut s'enrichir avec la bourse. Comme quoi, certains ne veulent même pas voir ça. Pensent qu'à la crypto ou des choses comme ça. Alors que la crypto, pour le moment, hein, si vous prenez du recul, vous voyez que personne parle de crypto. La crypto n'apporte pas encore tellement de valeur au monde. Mais pourtant, tout le monde est là à se tirer les cheveux. Pourquoi la crypto n'explose pas à 100K et pourquoi ça rechute et tout ça? Eh bien, c'est logique. La crypto n'apporte pas encore de valeur. Donc, ça tangue par rapport à la régulation. La crypto est juste régie en ce moment par les ETF, les achats des institutions. Mais c'est tout. Pour le moment, il ne se passe rien. Ça va se passer plus tard. Donc, il y a un énorme potentiel de croissance. Surtout, on va le voir avec les RWA tout à l'heure. Mais voilà, la valeur pour l'instant est sur le monde réel. Et le monde réel, c'est les actions en bourse derrière qui reflètent cette croissance. Donc, et Jeff Bezos, là, qui a vendu encore pour 863 millions de dollars cette semaine d'actions Amazon. Et en fait, ces ventes surviennent quelques jours seulement après que Bezos a révélé avoir vendu la semaine dernière des actions d'une valeur de près de 5,5 milliards. Donc la semaine dernière, il avait récupéré 5,5 milliards. Et là, au total, hein, depuis le début de l'année, il a récupéré 8,3 milliards de dollars, voilà, de dollars par rapport à ses ventes. Donc, pourquoi Bezos, c'est la question que tout le monde se pose, pourquoi Bezos a-t-il besoin d'autant d'argent? Pourquoi Bezos a-t-il besoin d'argent? En tout cas, lui, il se prend pas la tête. Il a apporté énormément de valeur au monde grâce à son entreprise Amazon. Il a été multimilliardaire. Et là, il est en train de récupérer toute sa fortune. Il est en train de tout vendre pour s'approprier ce capital, cette fortune. Il veut l'avoir pour lui-même. Il a peut-être des projets. Voilà, les gars comme ça, ils sont très ambitieux, hein. Ils veulent aller sur Mars, ils veulent voilà, changer le monde et tout. Peut-être qu'il va se lancer dans un nouveau projet, il a besoin de capital. Je vois que ça comme chose. Ou sinon, est-ce qu'il veut récupérer ça
et le léguer directement à ses enfants ou des choses comme ça, à voir. En tout cas, intéressant. Maintenant, voilà, regardez ça, on va passer à l'Europe et qu'est-ce qu'on voit? Une action, une entreprise américaine, ici AMD, hein. Ah bon, c'est celle qui a la tête, c'est peut-être une chinoise, une taïwanaise, mais qu'est-ce qui se passe? Eh bien, AMD, ici, qui vient d'annoncer avoir accepté d'acquérir Silo IA, qui est le plus grand laboratoire privé d'IA d'Europe. Donc voilà, hein, quand je vous dis que les États-Unis, bon, on est sur la fin du règne américain, mais en termes de technologie, ils sont en maîtrise totale sur les semi-conducteurs et sur la technologie de demain. Concernant l'intelligence artificielle, la robotique, les véhicules autonomes, tout ça, les Américains ont la main mise. Donc tant ils dominent en termes de technologie, ils devraient rester première puissance mondiale. Et là, AMD, qui est l'une des entreprises concurrentes, hein, de Nvidia, ici, vous voyez, eh bien, s'approprie le plus grand laboratoire d'IA d'Europe. Donc ça montre la mainmise américaine sur le monde. Et là, ils s'approprient, ils viennent même choper des choses en Europe. Le plus grand laboratoire d'IA ici. Et donc voilà, hein. Et voilà, maintenant on passe en Europe et le nombre de millionnaires qui devrait augmenter, hein, dans le monde, mais chuter au Royaume-Uni. Donc on a toujours plus de millionnaires. Et d'ailleurs c'est au Vietnam là qu'il y a le plus de millionnaires, tout ça. D'ailleurs j'aurais dû mettre l'actualité, je l'avais. Mais voilà, hein, au Vietnam et en Asie ça pousse, hein, comme des petits pains, enfin comme des... Voilà. Ça c'est... ça, des millionnaires, ça fleurit là-bas. Et voilà, il y a toujours plus de millionnaires, hein. L'accroissement entre les riches et les pauvres s'accroît. C'est parce que les riches connaissent le système de l'argent. Les pauvres, esprit fermé, ne s'intéressent pas à ça. Et sont plus à aller voir des matchs, je sais pas, de l'Euro, ou à être sur Netflix, ou voilà, à regarder la télé-réalité, ou scroller sur les réseaux sociaux, et aller, voilà, et ne se contentent que de leur métier et ne voient pas plus loin. C'est la différence. Bon, après, là, c'est pas les pauvres, c'est pas. Bon, ça, c'est plutôt la classe moyenne que j'ai citée, mais je veux dire, les pauvres. Même les gens s'appauvrissent petit à petit, puisque le pouvoir d'achat chute partout. Donc après, il faut connaître le jeu, il faut s'éduquer financièrement, il faut connaître le jeu du système pour faire partie du camp des millionnaires. Mais le million, ça se fait pas comme ça du jour au lendemain. Vous voyez? Et il va falloir, ça va prendre plusieurs années. Et je rappelle, encore une fois, vous allez dire que je vais tuer la crypto, mais c'est à ce jour, le moyen le plus rapide pour devenir millionnaire, c'est pas encore dans les cryptos, puisque les cryptos n'apportent pas encore de valeur. Ah oui, à ce jour, c'est encore sur plutôt en bourse et plutôt là sur des thèmes particuliers, comme par exemple l'intelligence artificielle. Ici, par exemple, là, Nvidia qui a fait un x4, x6 qui explose parce que eux, ils vendent des H100 là, leur GPU H100. C'est leur puce qui sert à entraîner les modèles d'intelligence artificielle. Ils en vendent un GPU 30 000 $, 40 000 $ l'unité. Il faut se souvenir, avant, il y a environ 25 ans, Nvidia gagnait 32 $ par puce. Seulement 32 $. Vous voyez, c'est même pas 100 $, c'est même pas 50 $ par puce vendue. Là, c'est plus la même donne, hein. Plus tard cette année, Nvidia vendra directement un rack de serveurs. C'est l'image que vous voyez ici, hein. En fait, ils vont vendre leur GPU par plusieurs dizaines de GPU dans un serveur entier. Donc ça, ce que vous voyez, c'est un serveur entier. Et là, tout ce que vous voyez à l'intérieur, c'est des racks. Vous voyez, qui possèdent plusieurs GPU à l'intérieur. Eh bien, là, un rack de serveur IA haut de gamme avec 72 GPU Blackwell. Blackwell, c'est la prochaine génération de GPU que Nvidia va vendre qui est en production. Là, Nvidia a explosé en bourse avec sa gamme Hopper. La génération actuelle, c'est la gamme Hopper. Blackwell, ça va aller encore plus loin. C'est 3 à 4 à 5 fois plus puissant que Hopper. Et là, ils vont vendre un serveur entier avec 72 GPU Blackwell qui coûtera 3,8 millions de dollars par boîtier. Je ne sais pas si vous imaginez, en fait. Vous voyez? Donc, un serveur va coûter, avec 72 GPU à l'intérieur, va coûter 3,8 millions de dollars. Et ça, ils prévoient d'en vendre comme des petits pains à des millions de centres de... Enfin, des centaines de centres de données. Là, les chiffres ont montré qu'il y aurait 120 centres de données qui seraient créés chaque année dans le monde. 120.
Et les centres de données, c'est gigantesque, hein. Des serveurs comme ça, il y en a peut-être des centaines ou des choses comme ça. Donc, je vous laisse imaginer enfin, le bénéfice que Nvidia va se faire. Ça, on est qu'au début, hein. Nvidia a explosé, mais c'est que le début. Là, maintenant, ça va accélérer. Le Blackwell, là, ça promet voilà, l'IA encore plus poussée, avec des réflexions telles des humains. Et en plus de ça, ça va amener vraiment la robotique et même la conduite autonome sur les véhicules. Enfin, voilà, là, ça va vraiment accélérer. Et ensuite, en 2026, enfin 2025-2026, vous avez, après Blackwell, vous avez Rubin, la prochaine génération encore de GPU de Nvidia. Donc, ça va encore vendre, hein. C'est pas Nvidia, c'est que le début. Donc, et là, Nvidia fait des bénéfices. Et ces bénéfices sont partagés entre actionnaires. Donc, si vous investissez sur Nvidia, vous allez partager ces bénéfices de toutes ces ventes réelles. Il y a de la vraie valeur ajoutée. Il y a vraiment des gens qui ont besoin de ces GPU pour former l'IA, voilà, pour apporter de la valeur au monde. L'IA va aider le monde. Et donc, Nvidia apporte de la valeur. Ils explosent leur chiffre d'affaires. Et donc, ils font des bénéfices. Leur action donc explose. Et donc, les investisseurs qui ont investi sur Nvidia voient leurs capitaux exploser aussi. C'est mécanique. Et là, c'est réel. C'est pas comme la crypto. On espère, on met sur Tao. Comme ça, on met même sur Render parce qu'on se dit que c'est le futur Nvidia de la blockchain. C'est pas comme ça. Est-ce que Render est tellement utilisé? Pas tellement. Oui, c'est utilisé, mais pas au même niveau qu'NVIDIA à l'échelle mondiale. Ça aide pas le monde entier à l'heure actuelle. Et c'est pareil pour les autres cryptos. C'est juste de la spéculation pour l'instant, les cryptos. Il n'y a pas d'apport de valeur. C'est ça que je veux vous expliquer. Donc voilà, par rapport à ça, on avance, hein, parce que, à mon avis, ça fait déjà une demi-heure. Bon, 26 minutes. Bon, en tout cas, là, il y a d'autres secteurs, parce qu'il n'y a pas que la bourse qui peut vous faire devenir riche, il y a aussi le secteur de l'immobilier. Mais encore, l'immobilier, j'ai envie de vous dire, ça dépend maintenant où est-ce que vous investissez, et encore plus qu'avant. Puisque là, si vous investissez en France, ça chute complètement en France. Et il va peut-être falloir attendre. Voilà. Et en fait, en l'immobilier, il faut savoir saisir les opportunités et savoir être patient. C'est pas à tout moment. Voilà, parce que là, les prix implosent ou voilà, et le secteur immobilier français plonge. Donc c'est pas un actif qui prend de la valeur à l'heure actuelle. Mais l'immobilier, vous avez toujours l'effet de levier bancaire qui est un moyen d'enrichissement. Moi, j'ai fait le choix dans ma stratégie de ne pas investir parce que j'anticipe, bah voilà, le monde numérique qui arrive de demain. Et il y a tellement de moyens maintenant voilà, d'avoir moi je préfère la bourse en fait que l'immobilier. C'est plus liquide. Je peux avoir mon argent, récupérer mon argent de manière plus rapide. L'immobilier, c'est très compliqué de vendre et tout ça. C'est très complexe. Et je préfère même investir sur l'immobilier, mais avec Realty ou à travers la blockchain. Mais de manière à ce que je puisse récupérer réellement, parce que sur Realty, vous vendez en une semaine, vous récupérez vos fonds. Et c'est de l'immobilier, mais très liquide. Vous pouvez récupérer vos fonds liquides. Et moi, je préfère ça. Même quitte à me passer de l'effet de levier bancaire. Mais voilà, je préfère pouvoir vite récupérer du cash ou des choses comme ça. Vous voyez? Donc, c'est mieux pour un nomade ou des choses comme ça. Donc, c'est mieux pour ma stratégie, en tout cas. Et donc, l'immobilier, c'est un actif qui peut vous permettre d'être riche. Mais comme je vous ai dit, là, en France, ça implose. Regardez en Chine. En Chine, là, c'est une catastrophe. Le secteur bancaire chinois vient d'imploser. Donc, bon, là, on a les banques qui ont implosé. Et donc là, voilà, je voulais vous parler. Il y a l'immobilier, mais vous pouvez. Il y a d'autres secteurs où on pourrait se dire, d'autres que l'IA, où on pourrait investir ou des choses comme ça, comme les secteurs bancaires ou des choses comme ça. Mais vous voyez que ça implose. C'est pour vous montrer que les autres secteurs finissent par imploser. Donc, le choix est très. Il faut bien réfléchir avant d'investir. C'est pas comme ça, on investit en bourse et n'importe laquelle. Et voilà, il faut bien savoir qu'est-ce qui se passe. Bon, là, c'est juste en Chine. Là, bon, c'est voilà. Mais voilà. On va rester en Europe. On va repartir en Chine vite fait avant de passer aux crypto. Mais juste, on va continuer sur l'Europe. Et là, les coûts d'emprunt français qui devraient encore exploser en raison de l'impasse économique, c'est-à-dire en fait, le nouvel hémicycle, l'Assemblée nationale en France, qui est partagé en 3 grands blocs et qui va être indécis, en fait, ça va être ingouvernable. Et là, bah, la France qui risque, comment dire,
qui risque de voir ses notes dégradées, tout ça. Et ces coûts d'emprunt, vu qu'ils vont être dans une impasse budgétaire, on sait qu'ils vont devoir emprunter bientôt pour, voilà, pour battre tout le bordel qu'ils font, tout ça. Et donc là, le coût risque d'être plus fort pour prêter à la France, puisque le Fonds monétaire international a bien compris que la France, c'est pas sûr, on va dire. Et donc voilà, hein. En plus, regardez, hein, à écouter impérativement, regardez, là en 2 minutes, là on a Dimitri là qui nous explique la situation des finances publiques en France, catastrophique. Un déficit 5% du PIB contre 2,5. Voilà, bon. Et là, si on fait un résumé, c'est une catastrophe. La dette qui était à 29 milliards en 2020, 60 milliards en 2024, 80 milliards en 2027. Ça sera à 80 milliards en 2027. Donc la dette qui explose en France. C'est une catastrophe, hein. La France, là, voilà. Et regardez ici. Donc, au premier trimestre 2024, la dette publique qui a atteint un nouveau record, 3159 milliards. Hein. Regardez comment ça monte de manière... voilà, c'est une pente montante. Hein. Il n'y a pas de freinage. C'est la dette qui monte depuis... Voilà, année après année. On a une dette qui explose. Vous voyez, c'est... ça fait peur, hein, c'est vertigineux. Ça risque de faire imploser le pays. Et il faut voir. En tout cas, attention. Et là, bien sûr, c'est officiel, hein. La France est placée en redressement pour déficit excessif par la Commission européenne. Donc même l'Europe, la Commission européenne sanctionne la France. Alors qu'elle-même, elle est en train de couler l'Europe. Enfin, elle est en train de couler la France. Mais voilà, elle-même, elle se permet même de sanctionner la France. Donc avec 3000 milliards d'euros de dette et un déficit public de 5,5% du PIB, cette décision est on ne peut plus logique. Le Fonds monétaire international n'est plus très loin désormais. Voilà. Donc c'est une catastrophe ici. Donc voilà, dette, déficit excessif de la France. Donc ils sont placés sous tutelle, la France qui est placée en redressement. Donc ils sont sous contrôle maintenant, tellement ils ont un déficit et tellement leur dette est grande. C'est catastrophique. Et là, on a pour le coup les nouveaux élus, les députés, voilà, qui ont été élus. Beaucoup ont été élus parce qu'il y a eu beaucoup de désistements pour faire barrage au Rassemblement national. Donc voilà, pour moi, voilà, il y a 3 gros blocs. On va voir ça. Pour moi, ils vont pas, voilà, ils vont pas être d'accord sur pas mal de choses. Donc, bon, le pays va être ingouvernable et on va voir ce qui va se passer. Macron lui-même, qui adresse une lettre à la France pour dire qu'il va prendre du temps pour choisir son nouveau Premier ministre. Il a refusé la démission d'Attal le temps de choisir un ministre. Bon, en tout cas, il a le contrôle total. Hein, et il s'arrange, en fait, il est dans ses magouilles pour tenter de garder au maximum le pouvoir. Et c'est toujours la même chose en France. Hein. On met en fait au premier tour, on met le RN qui augmente à chaque fois qu'il prend du galon au premier tour. Et à chaque fois, c'est le pays qui s'allie, le pays entier qui se réunit comme un front républicain pour barrer la route aux fachos, entre guillemets, des RN, les monstres qui vont virer tout le monde, qui vont, voilà, qui vont remettre tous les étrangers dans leur pays. Voilà, toujours le même narratif, ça fait 8 élections face au Le Pen, ça passe à chaque fois. Et donc les Français qui continuent à retomber dans le piège et qui recommencent à voter pour ceux qui les ont trahis, comme Elisabeth Borne, comme François Hollande, voilà, Cahuzac, tout ça. Bon, je crois que Cahuzac, il n'est pas passé, mais je crois. Mais en tout cas, voilà, tous les traîtres, Darmanin, tout ça, voilà, tous, ils se font réélire. Borne, je sais pas, elle a fait au moins 5, 10, 49-3, mais bon, ils continuent, les Français continuent à voter pour elle dans l'objectif de barrer la route à l'extrême droite, entre guillemets. Donc, et voilà. Et le pays qui n'avance pas, puisque à la fin, c'est le camp du pouvoir, là, des élites qui passent. Et comme ils font n'importe quoi, ils sont incompétents, eh bien la France qui s'enfonce et qui, vous voyez les résultats, hein, le déficit et le record de dette qui continue. Ici, on a la CGT qui appelle à des rassemblements devant les préfectures pour national le 10 juillet pour exiger un gouvernement du nouveau Front populaire.
Donc la CGT qui pousse pour le nouveau Front Populaire, que moi j'estime encore pire que la Macronie. Donc là, ça serait une catastrophe pour moi de voir le nouveau Front Populaire au pouvoir. Ça serait vraiment catastrophique. Donc là, eux, c'est vraiment la mondialisation poussée. Et donc, j'espère que non. Et ça tiendra pas. Hein. Même bon, ils ont reculé hein, sur le SMIC à 1600 € et tout ça. Leur générosité. Mais c'est pas ce qu'il faut. Vu que la France est en déficit, c'est vraiment pas le moment de jouer à jouer à des cadeaux ou des trucs comme ça. Mais bon, en tout cas, on verra ce qu'il adviendra. Là, on a des... Ici, ça vous montre que c'est tous des pourris. Et là, je parle même peut-être du RN, du Rassemblement National. Des dîners comme ça, en cachette, entre les Le Pen, Le Pen Bardella et Édouard Philippe, qui sont des rivaux hein, politiques, et qui ont dîné ensemble. Certains diront que oh, c'est rien, ils ont le droit de dîner ensemble. Voilà, quand on est intègre, et bon après, voilà, si c'est encore, on va dire en dehors, si c'est pas professionnel, des choses comme ça, mais quand même, ça montre que ils sont tous là en fait, peut-être en train de se mettre en accord pour le pouvoir ou des choses comme ça. Ils se promettent des choses entre eux. Donc je sais pas. Moi en tout cas, pour moi, c'est tous du fake. Hein. Et même le RN, c'est du fake. Moi, je suis souverainiste et je serais plus pour des gens qui sont censurés, hein, que les élites et les médias cachent. François Asselineau, le Frexit, la sortie de l'OTAN, tout ça. Moi, c'est les seuls, pour moi, qui sont intègres et crédibles. Tout le reste, du fake. Donc voilà, ne pas oublier hein, que la France a décerné ici à l'ambassade de France des États-Unis. Donc ça se passait aux États-Unis, hein, mais c'est l'ambassade de France qui a fait d'Anthony Fauci un officier de la Légion d'honneur. Une honte absolue, puisque Anthony Fauci, là, que vous voyez ici, est visé hein, pour crime contre l'humanité, hein, par rapport au Covid. Il serait d'ailleurs, ce serait lui qui a lancé le Covid par ses magouilles, tout ça. Et il est accusé de crime contre l'humanité, rien que ça. Et il vient de recevoir la Légion d'honneur, hein, la plus haute distinction française. Vous voyez ? Donc c'est une honte. Pendant que Poutine décerne la plus haute distinction russe au président ou au premier ministre indien Narendra Modi, qui est pour moi certainement mérité, là, nous, la France, on décerne la Légion d'honneur à un gars qui est poursuivi pour crime contre l'humanité. Génial, vous voyez. Donc voilà la France, en tout cas de nos jours. Donc voilà, on va finir avec l'Europe. Juste pour vous dire que bon, par rapport à la balance commerciale de l'Europe, la balance commerciale est plutôt dans le vert. Ça, c'est plutôt grâce à l'Allemagne. L'Europe qui se redresse apparemment, c'est parce que voilà, la balance commerciale, en fait, c'est grâce à l'Allemagne qui fait un plus 223 milliards. Apparemment, en Allemagne, il y a plutôt de la croissance. Alors que la France, elle, c'est moins 54 milliards de pertes dans le commerce à l'extérieur. Donc bon, mais l'équilibre fait que, enfin la balance fait que l'Europe se replace, en tout cas en termes de balance commerciale. Et voilà. Donc voilà par rapport à l'Europe. Juste deux actualités pour finir, justement par rapport à l'Allemagne. On a quand même Volkswagen qui chute en bourse. Le groupe qui envisage de fermer une usine à Bruxelles en raison de la faible demande des véhicules électriques. Et ça, voilà un point. C'est pour ça que il faut vraiment vous renseigner sur ce qui se passe dans le monde. Qu'est-ce qu'on voit simplement dans le monde? On voit qu'il y a une déferlante, une forte hype des véhicules électriques chinoises et aussi de Tesla. On voit que les Américains et les Chinois vont dominer maintenant le monde des véhicules et surtout des véhicules électriques. Et ça va avoir des conséquences sur les anciens acteurs historiques du monde, voilà, des moteurs thermiques, diesel, moteurs, comment ça s'appelle, essence, tout ça. Eh bien, c'était les Allemands qui dominaient tout ça. Volkswagen, propriétaire de Lamborghini, tout ça, les Golf, vous connaissez, Audi aussi, et ensuite vous avez les autres marques, Mercedes ou BMW, tout ça, des marques iconiques, des marques voilà, des emblématiques, mais aujourd'hui, elles sont plus à l'ère du temps. En fait, ils sont dépassés dans la technologie pour les véhicules par rapport à l'électrique, et donc voilà, c'est tout naturellement que ça se ressent sur l'action en bourse. Donc c'est pour ça, le choix de l'action en bourse est très important.
des actions, ou même des actifs que vous n'avez pas, en dehors même des actions, même de manière plus large, il faut réfléchir, faut vous étudier pour voir si l'or, l'actif de l'or c'est intéressant, si les montres de luxe c'est intéressant, les Rolex, tout ça, parce que c'est des actifs qui prennent de la valeur, mais pas tout le temps. L'immobilier en ce moment, on voit que c'est en difficulté avec les taux élevés. Il faut en fait bien réfléchir, bien prendre du recul, regarder ce qui se passe dans le monde avec les taux d'intérêt, l'inflation, et de voir quel est le meilleur moment, le plus propice, en fait, pour acheter certains actifs. Vous voyez? Donc c'est pour ça, il faut bien se renseigner en tout cas. Et dernière actualité européenne, la Grèce qui défend la nouvelle loi sur la semaine de travail de 6 jours. Donc en Grèce, ils veulent instaurer 6 jours de travail dans la semaine. Vous savez que normalement c'est 5 en Europe, tout ça. En France, en tout cas, on est 5 jours maximum. Là, la Grèce qui essaye de rattraper ses déficits, tout ça. Toujours du travailler plus, travailler plus. De toute façon, et donc, ce qui ne va pas arranger la situation, hein. Parce que ces États-là sont empiétrés là, dans l'Union européenne qui dilapident les milliards, des choses comme ça. Donc même à 6 jours, ils vont quand même, l'État, enfin la Grèce, ils sombreront toujours plus. Tant qu'il y aura l'euro, de toute façon, l'Europe sombrera. Donc voilà. Mais voilà. Et je pense que la France, qui est dans la même situation que la Grèce d'antan, qui était en crise là, en 2005, tout ça, la France pourrait instaurer une semaine de travail à 6 jours plus tard, dans quelques années. Donc voilà, hein. Toujours plus de travail parce que toujours plus de misère, de pauvreté. Donc il faut s'éduquer pour éviter tout ça. S'éduquer financièrement et bien savoir investir. Maintenant, en Asie, on revient sur la Chine qui, vous savez, la Chine qui a des difficultés en termes au secteur bancaire, tout ça, et même dans l'immobilier. Mais la Chine qui, eux, maintenant explose avec les véhicules électriques. Et bien là, il y a aussi un autre truc qui marche bien en Chine, c'est les ETF. Donc, c'est ces produits en bourse qui vont vous exposer un panier d'actions. Et en fait, vous achetez juste l'ETF et vous faites plus rien. Ensuite, vous restez passif. Comme on sait que dans l'investissement, ce qui marche, c'est la patience. C'est ce qui a fait le succès de Warren Buffett, tout ça. De tous les investisseurs riches, ils ont été patients, ils ont été passifs. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas touché à leurs investissements. Et bien, c'est pour ça que les ETF ont la cote. Les ETF sont des paniers d'actions. Ça va refléter un indice ou un secteur. Vous achetez un ETF, vous touchez plus à rien et vous laissez faire. Et en général, l'ETF réplique la moyenne d'un secteur que vous avez choisi. Et en général, vous avez des bonnes performances moyennes, 10, 20%. Et voilà. Et sur le temps, avec les intérêts composés, eh bien, les intérêts sur les intérêts, eh bien, votre capital grossit tranquillement sans que vous ayez rien à faire. Et ça, c'est vraiment à la mode. Vous voyez? Donc, ça a bien fonctionné. Et là, ça a fait fureur en Chine. Donc, la Chine qui est à fond sur ça, comme les Américains jadis. Et aux États-Unis, c'est toujours à la mode, hein. Les ETF, c'est pas mal. Et la Chine, hein, qui suit, hein, les États-Unis en termes de technologie. Et là, la Chine qui lance une usine de robots 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, avec 0 travailleur en direct. Et donc, cette usine-là, c'est une usine qui va fabriquer les téléphones Xiaomi. Donc, cette usine va tourner 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, et va fabriquer des téléphones à la chaîne. H24, 7 jours sur 7. Et donc, ça va énormément économiser en termes d'humains, tout ça, qui doivent travailler, tout ça. Là, voilà. Voilà ce que l'intelligence artificielle ou les robots ou des choses comme ça, voilà. Maintenant, l'autonomie de ces usines très intelligentes vont pouvoir faire. Ça va énormément... Bon, après, ça supprime des postes, hein. Mais voilà, c'est le monde qui évolue. Et donc, voilà. Autre part, en Asie, Samsung qui lance ses derniers téléphones pliables, hein. Là, Samsung qui vient d'annoncer ses nouveaux Galaxy Z Fold et le Z Flip. Donc, c'est des téléphones pliables. Samsung maîtrise parfaitement cette technologie. Même Apple n'a pas osé encore se lancer, hein, dans cette aventure de téléphone pliable. Et Samsung l'a fait et Samsung vend bien en plus, hein. Ça marche très très bien. Donc voilà, hein, la dernière gamme est sortie. Et apparemment, ça promet, hein. Et là, il y a une guerre, hein, en termes de... Maintenant, les téléphones, on cherche à voir quel est le téléphone qui va amener le meilleur confort par rapport à l'intelligence artificielle, tout ça. Donc ça, c'est un narratif qui intéresse beaucoup là, les téléphones d'intelligence artificielle. Il va y avoir une guerre entre Samsung, Xiaomi, Apple, Huawei, tout ça. Donc, à voir, en tout cas... Alors, attendez, je branche mon ordi qui va peut-être s'éteindre. Et donc, on continue. Samsung aussi, qui sort une nouvelle gamme, un nouveau produit, lance le Galaxy Ring. Un produit inédit pour le géant de la technologie. Et voilà ce qui a fait le buzz de la keynote de Samsung. C'est une bague que vous allez mettre
bah, autour de, enfin voilà, comme une bague autour de votre doigt. Et donc là, c'est très très intelligent, hein, parce que là, c'est une bague intelligente. Donc ça, même Apple, hein, Apple n'a pas encore osé faire ça. Et là, ça peut, c'est surtout pour la santé, pour le sport, pour les choses comme ça. Ça peut être très intéressant. Et ces bagues, peut-être, vont pouvoir vous donner l'heure, ou vous afficher des messages. C'est quelque chose qui est à tester, parce que c'est bien plus petit. Et ça, voilà, c'est comme une bague, voilà, ça peut vous accompagner un peu plus partout que votre smartphone. Donc c'est intéressant à voir si ça peut être la norme de demain. Que vous savez, là, on a les lunettes de réalité augmentée virtuelle. On cherche quels vont être les futurs produits qui vont remplacer les smartphones. Et là, peut-être que les Galaxy Ring sont peut-être la révolution, hein. On va voir ça. Bon, moi, je pense pas, hein, parce qu'on a besoin d'un écran quand même à voir. Mais bon, peut-être ça peut être un bon accompagnement et ça peut mettre en difficulté peut-être les montres, en fait. Les montres intelligentes. Donc, à voir. Voilà par rapport à Samsung. Si on clôture, parce que vu qu'on est en Asie, juste je vous montre les pays les plus abordables, hein, par rapport à l'expatriation. Ça intéresse ceux qui veulent s'expatrier, comme moi par exemple, je cherche à m'expatrier. Ici, vous avez la liste des pays les plus abordables pour l'expatriation, c'est-à-dire les moins chers quand vous voulez vous expatrier. Quels sont les pays qui vont être les moins chers financièrement pour quand vous allez vous expatrier? Ici, on a le Vietnam. C'est la tête de liste. Le Vietnam, c'est vraiment pas cher, hein. C'est même moins cher que Singapour, l'Indonésie, tout ça. Donc, Vietnam en top si vous voulez vous expatrier. Après, Vietnam, c'est pas un pays reconnu pour l'expatriation. Donc, certes, il est en premier, c'est par rapport vraiment au coût de la vie, où ça va vraiment pas être cher. Là, vous avez vraiment rien dépensé. Mais ça, voilà, c'est un pays qui accueille, hein, mais qui est pas réputé, hein. Par contre, Colombie, c'est un peu connu pour l'expatriation. Je connais quelques personnes qui sont expatriées là-bas. Bon, et ensuite, surtout, Indonésie et Panama. Là, par contre, ces deux-là sont très réputés, hein. Indonésie pour Bali et Panama pour Panama City. Là, c'est des pays, c'est des coins non seulement qui sont bien pour les nomades, et en plus de ça, qui sont pas chers du tout. Et mais après, là, c'est des pays, par contre, vraiment pour se la couler douce, hein. Parce que là-bas, c'est très calme. Bon, il y a des boîtes de nuit, des choses comme ça. Mais après, vous avez d'autres pays où ça vit plus, comme Dubaï ou comme Bangkok. Là, qui sont un peu plus réputés pour sortir, pour voilà, vraiment aussi profiter et tout ça. Donc voilà, vous avez pas mal de choses. Mais en tout cas, voici la liste de pays. Ici, si vous voulez vous expatrier pour pas cher. Ici, ensuite, vous avez Philippines, Inde. Ça, c'est pas trop des pays pour moi d'expatriation. Mexique, c'est bien, surtout pour les vacances. Thaïlande, par contre, c'est un pays. Bangkok, ça devient très utilisé, mais c'est plus pour les riches, un peu. Ensuite, Brésil et Chine, bon, ça, c'est pas trop pour moi, voilà. Donc voilà, par rapport à ça, on passe aux crypto et on en finit là, hein. On est déjà ouais, à quand même à 47 minutes, hein. Bon, je vais faire l'heure, hein, pour cette vidéo. Voilà, hein, c'est des vidéos très longues, mais voilà, j'essaie de couvrir toute l'actualité. Et donc le Bitcoin, hein, qui est aussi autour de 57K, le Bitcoin est en grosse difficulté, hein, qui a beaucoup chuté. Bah voilà, hein, aucun, comment dire, aucun catalyseur puissant, il se passait plus rien. Donc ça a capitulé. Et donc ici, par contre, on a des bonnes nouvelles. Ici, on a le tribunal de l'Illinois, hein, qui aurait statué que Bitcoin et Ethereum seraient donc des commodities. Donc voilà, comme des matières premières, des choses comme ça. Et donc ça va à contre la SEC, qui disent que la même peut-être Ethereum est une securities, c'est-à-dire qu'il serait sous le contrôle de la SEC. Là voilà, c'est ce qu'annonce ici Rostin Benham, le président de la CFTC. En fait, lui, c'est lui qui s'occupe justement des commodities, des matières premières, des choses comme ça, comme de l'or et tout ça. C'est sous sa juridiction. Et en fait, lui, il aimerait justement bien avoir le contrôle des crypto-actifs. C'est ça, en fait, qu'il cherche à avoir, je pense. Et même, il a déclaré que 70 à 80% des cryptos ne sont pas des securities. Donc, la grande majorité des cryptos ne sont pas des securities. Donc, ça, c'est une énorme nouvelle pour la crypto, hein. Ça peut amener une énorme hype pour la crypto. Parce que c'est ce que tous les acteurs crypto essayent de se battre pour que ce soit le cas. Que les cryptos ne sont pas des securities, mais bien des commodities. Donc, on verra si ça sera bien validé à terme, même par la SEC, comme des commodities. Et après, regardez, sur le Bitcoin,
des bonnes données, hein. Selon CryptoQuant, ici, les baleines Bitcoin sont en train d'accumuler à leur rythme le plus rapide depuis avril 2023. Depuis il y a un an, regardez l'accumulation, ça va très vite, hein. Là, on est en train de reformer une montagne, hein, en termes d'accumulation du Bitcoin. Et il semblerait que cette montagne va vers la hausse, là. Donc, il semblerait qu'on va former une nouvelle montagne. Et donc, ça va réamener le prix du Bitcoin à des records. Donc là, les baleines sont en train d'accumuler toute la capitulation là, de tous les petits particuliers, là, tous les gens qui ont, qui ont paniqué, qui ont vendu, là, qui sont en dépression, tout ça, là, qui ont peur. Eh bien, les baleines là sont en train de récupérer tout ça. C'est voilà, c'est un marché très de rapaces. C'est les plus intelligents contre les moins intelligents ou les plus ceux qui ont peur. Et en investissement, il faut être patient et confiant. Et là, les baleines ramassent toute la peur qu'il y a eu. Vous voyez, ça c'est un rythme très très rapide, hein. Il se gave rapidement avant que vous recommencez, même en fait, avant que les gens se rendent compte de leurs erreurs et recommencent à en acheter, bah, les baleines récupèrent tout ça. Bon, après, il y en a pour tout le monde, hein. Et regardez, hein, les détenteurs, hein, les holders ont accumulé 85 700 bitcoins au cours des 30 derniers jours. Donc, sachant qu'un bitcoin, ça vaut près de 60 000, 57 000. Voilà, là, ils ont récupéré énormément de bitcoin. Voilà, ces portefeuilles ne sont ni des ETF, ni des bourses, ni des mineurs. Voilà, c'est du vrai bitcoin qui est récupéré. Regardez ici, comment on a vraiment capitulé. Et regardez comment le pic que ça a fait là. Et ça va avoir un impact sur le prix du Bitcoin à court moyen terme. Ne vous étonnez pas là si le Bitcoin recommence à partir à la hausse là à partir de maintenant là 57 000 tout ça. C'est possible. Et surtout que là, ces derniers jours, les ETF Bitcoin repartent en accumulation, hein. On a des entrées nettes sur les ETF de BlackRock, tout ça là, par rapport au Bitcoin. Donc, c'est pour ça que le Bitcoin est repassé de 54 000 et remonté là à 57. Il est même monté tout à l'heure à 59 000 avant de rebaisser à 57. Mais on sent que ça se stabilise. Donc, on va voir ça. Et quand on prend du recul, de toute façon, on voit que voilà, hein, c'est toujours le même schéma. Et donc là, on a capitulé, on est dans la zone limite ici, dans le rond jaune là. Et normalement, on devrait rebondir et aller chercher les 100K. Donc pas de panique à première vue, même si on a creusé profond, hein. Moi, je pensais pas qu'on allait descendre aussi bas. On a vraiment chuté par rapport aux histoires des ventes de Bitcoin, d'MTGOX, là, l'ancienne bourse, tout ça. Je pensais qu'on allait s'arrêter au pire à 56 000. On est même allé plus bas à 54 000. Donc ça a vraiment creusé profond. Je pense que ça a bien capitulé, hein. Donc après, est-ce que ça peut aller plus bas? C'est possible, hein, vu qu'il ne se passe pas grand-chose sur le marché. Mais bon, en tout cas, énorme haute nouvelle. Goldman Sachs qui prévoit de lancer 3 projets de tokenisation d'ici la fin de l'année, comme l'a annoncé le chef des actifs numériques de la société. Goldman Sachs, l'une des banques les plus prestigieuses des États-Unis, qui va lancer des projets de tokenisation du monde réel. Le prochain monde, là, la blockchain, va ramener la tokenisation des actifs réels. Donc tout ce que vous voyez dans le monde réel va être tokenisé, va avoir une valeur, mais dans la blockchain, c'est-à-dire de manière virtuelle, mais ça va avoir une valeur réelle. C'est ça le prochain monde. Ça fait peur peut-être, si vous voulez, on se croirait dans un film et tout ça, mais oui, dans le monde du futur, il se pourrait que vous payiez des choses sur Nike avec une valeur réelle, hein, avec un vrai coût réel, et ça sera pour votre avatar ou pour votre personnage numérique. Et voilà, on va vivre dans une sorte de métaverse et tout ça. C'est le monde de demain. Tout va être tokenisé sur la blockchain. Et donc voilà. Et on va être avec des lunettes de réalité augmentée. On va voir des choses avec les lunettes. On va avoir des robots, des avatars à côté de nous. Et avec des choses qui vont avoir un coût réel, mais qui seront sur la blockchain. Donc voilà. Et les RWA, je pense que c'est vraiment le narratif qui va faire exploser les cryptos. Là, ça aussi, c'est en phase de régulation. Donc pour l'instant, ça ne mériterait pas à l'heure actuelle un investissement, puisque ça va tanguer, ça va monter, baisser, voilà, ça n'apporte pas réellement de valeur. Mais quand ça va arriver, il faut avoir du cash prêt pour ça. Parce que quand ça va se lancer, ça va être très très puissant. Et vous avez des acteurs ici, là, vous avez les acteurs qui vont exploser, hein. Chainlink, ici. Token, je sais pas c'est qui, mais voilà, vous avez Rio de Realio ou Ondo Finance. Là, c'est des acteurs qui vont être majeurs par rapport à la tokenisation des actifs, qui vont tokeniser les bons du trésor américain ou l'immobilier, voilà, et Chainlink va faire la connexion entre tout ça. Donc Chainlink, énorme acteur, et donc voilà. Donc voilà, par rapport à ça, on finit
Et regardez, les entreprises ici envahissent la blockchain en masse. Donc regardez les entreprises qui ont envahi des projets blockchain. Donc il y a beaucoup de choses, hein. Hyperledger, bon ça c'est des produits, enfin c'est des matériels. Mais par exemple, Quorum, Corda, enfin MediLedger, ça c'est des ledgers, ça c'est des porte-clés. AKT porte-clés, on-chain, multi-chain, bon ça c'est des blockchains. Vous avez Hedera. Mais sinon, regardez, la principale blockchain, hein, ça reste Ethereum, hein, qui englobe quelques entreprises. Voilà, il y a quelques entreprises qui commencent à aller utiliser un peu la blockchain, mais c'est pas encore ça. C'est-à-dire que ça tâte un peu le terrain. Voilà, la valeur n'est pas encore là. Donc c'est pour ça que, voilà, mais Ethereum, voilà, ça va être une machine à cash, hein. En termes de croissance, ça va être l'un des plus beaux actifs à détenir, hein, Ethereum. Avec quand le monde va se mettre sur la blockchain, c'est principalement Ethereum qui va capter la plus grosse valeur. Avec, oui, Solana. Et Solana, on termine par ça. Attention, Solana qui prend de l'avance sur Ethereum, hein. Déjà, quand je regarde, je vous ai pas passé cette actualité, mais Solana domine Ethereum, hein, en termes de volume quotidien, hein, même hebdomadaire en termes de semaine. Au niveau de la DeFi, des NFT, tout ça, Solana fait mieux, hein. Il y a plus de volume sur son réseau que sur celui d'Ethereum. Donc Solana est le meilleur outsider par rapport à Ethereum, par rapport à ce que plateforme de smart contract, tout ça. Et attention, regardez, Solana, le testnet Jump Fire Dancer. Donc ça, c'est une sorte de couche qui va scaler Solana. Donc Solana qui est déjà la blockchain la plus rapide qui existe, ou l'une des plus rapides, en tout cas, ici, avec, ils parlent de 10-60 000 transactions par seconde. Là on a un acteur, Fire Dancer, qui a un protocole, hein, qui est une couche qui va aller sur Solana, qui promet, en fait, qui va promettre à la blockchain Solana de traiter 1 million de transactions par seconde. Donc ça va permettre à Solana de ramener le milliard d'utilisateurs sur sa blockchain. Parce que gérer 1 million de transactions par seconde, sachant que Solana en gère à peu près 60 000 apparemment, hein, dans les testnets. Donc là, Solana, les testnets là, voilà, construit le premier bloc testnet. Donc ça y est, hein, ça commence à être implémenté et Solana va être la première blockchain peut-être à traiter 1 million de transactions par seconde. Donc Solana est déjà sur le coup. Ça montre l'avance que Solana a, même sur Ethereum et sur les autres blockchains. Donc Solana pourrait tout rafler, hein. Énorme. Solana aussi, un futur machine à cash. En plus, les ETF Solana Spot qui arrivent dans la foulée des ETF Ethereum Spot. Donc là, bon, peut-être que je parle chinois pour certains, mais avoir Solana et Ethereum dans son portefeuille, c'est une garantie. Comme je vous le dis, hein, même par rapport aux intérêts composés pour devenir riche. Et pas, voilà, spéculer sur des pépites comme ça, qui certains vont exploser, certains vont fondre des mêmes coins. Ça fait pas travailler les intérêts composés. Par contre, Solana et Ethereum, quand ils seront vraiment dans leur hype et des choses comme ça promet. Donc voilà pour cette vidéo. On en reste là, je fais pas plus long, hein. On est déjà à 57 minutes, pratiquement 1 heure. Donc je quitte, j'espère que vous avez kiffé. Bon, ça m'étonnerait que, voilà, certains soient allés jusqu'à la fin. Merci en tout cas à ceux qui sont allés jusqu'à la fin. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire si vous avez bien tout vu et vous êtes bien allé jusqu'à la fin. Et je retiendrai même les gars qui ont réellement tout vu. Et peut-être que je ferai même un cadeau, voilà, en USDT ou des choses comme ça. On verra en tout cas. Je compte en tout cas sur votre honnêteté, tout ça. On se tient en courant, hein, pour d'autres vidéos dans la semaine. C'est très difficile pour moi, hein, je bosse de l'après-midi, mais j'essaierai d'en faire, hein, pour vous tenir au courant de l'actualité. Spartiate, force à nous, hein. Bon courage pour la fin de semaine et on se retrouve. Allez, à plus.